Bismillah. Les yeux protégés du soleil vénézuélien par des lunettes noires, Angelo Riccardi descendit de la limousine blindée en réprimant un soupir. Les commentaires anxieux de Harding, l'intermédiaire anglais qui l'avait accueilli à l'aéroport, étaient exaspérants, même si la nervosité de l'homme pouvait se comprendre. Pour sa part, Angelo Riccardi ne connaissait plus la peur depuis son enfance. À l'époque, ce sentiment lui avait infligé une telle humiliation qu'il s'était juré de s'endurcir pour ne plus jamais en être victime. Si la haine et l'amertume l'accompagnaient toujours, la peur, lui, était désormais inconnue. Sa réussite hors du commun et sa réputation d'homme d'affaires impitoyable faisaient régulièrement l'objet de commentaires dans la presse. Cependant, un certain mystère entourait depuis toujours ses origines. À l'âge de 18 ans, il avait appris la vérité sur ses parents, et tous ses projets s'étaient effondrés, car il avait tout de suite compris qu'un tel héritage lui interdisait de suivre sa vocation. Du jour au lendemain, la carrière dont il rêvait était devenue inaccessible. La rage au cœur, il avait alors utilisé son intelligence et sa pugnacité pour bâtir un empire industriel à la croissance exponentielle. Cependant, sa plus grande fierté était d'être devenu milliardaire sans jamais avoir enfreint la loi. Le service de sécurité est vraiment impressionnant, murmura Harding. Angelo réprima une moue de dérision. C'était un euphémisme. Il y avait des hommes en armes partout, sur le toit de chaque bâtiment, derrière chaque bosquet, tous prêts à faire feu. Ce ranch était une véritable forteresse. Ça devrait vous rassurer, ironisa-t-il. Je ne serai rassuré qu'une fois rentré chez moi, marmonna le petit homme rond en essuyant son front humide de sueur. Angelo pénétra dans un vaste hall climatisé où l'attendait un vieillard aux joues creuses qui le salua en italien d'un ton déférent. C'est un immense plaisir de vous rencontrer, monsieur Riccardi. Je suis Salvatore Lenzi. Don Carmelo vous attend avec impatience. Comment va-t-il? La mine du vieil homme s'assombrit. Pour l'instant, son état est stationnaire, mais il ne lui reste sans doute que quelques mois à vivre. Angelo suivit son interlocuteur dans un long couloir. Il avait longuement hésité avant d'accepter de venir, et c'était la santé déclinante de Carmelo Zanetti qui avait fini par le décider. Le célèbre parrain d'une des mafias les plus puissantes du monde était un étranger pour lui, et cela lui convenait parfaitement. Cependant, il était la dernière personne en vie susceptible de lui fournir les informations qu'il recherchait en vain depuis des années. Assis dans un lit médicalisé, relié à divers appareils, Carmelo Zanetti respirait avec une difficulté manifeste. Il étudia Angelo un instant. « Tu as les yeux de ta mère, mais heureusement pour toi, tu es beaucoup plus grand. Fiorella était minuscule. » Imperceptiblement, les traits d'Angelo s'adoucirent. Sa mère était la seule personne au monde à lui avoir donné de l'amour. Si tes parents étaient les Roméo et Juliette de leur génération, poursuivit Don Carmelo, d'un ton caustique. Pour les deux familles, un Sorello et une Zanetti, c'était le contraire du couple idéal. D'ailleurs, ils ont commencé à se quereller quelques semaines seulement après leur mariage. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ma mère a pu tomber dans la misère, déclara Angelo d'un ton posé. Ça ne serait pas arrivé si elle ne s'était pas enfuie en abandonnant son mari. Dire que c'était ma fille préférée. Je cédais à tous ses caprices, et comment m'a-t-elle prouvé sa reconnaissance en épousant ton bon à rien de père? Les Sorello ont toujours été cafoni, des incapables. Gino Sorello, en tête, une vraie tête brûlée. Il passait son temps à chercher la bagarre et à courir après toutes les femmes. Fiorella ne l'a pas supporté longtemps. Angelo s'efforça de réprimer son impatience. Allait-il enfin apprendre la vérité? Gino n'était pas digne d'elle, mais dans notre famille, nous avons le sens de l'honneur. Puisqu'elle avait voulu l'épouser, elle devait assumer ses responsabilités. Au lieu de ça, quand il a été arrêté pour la deuxième fois, elle a lâchement abandonné son foyer. Elle avait peut-être de bonnes raisons. J'ai l'impression que tu as mis ta chère maman sur un piédestal. Tu risques fort de déchanter. Le vieil homme se renversa lourdement contre les oreillers. Fiorella était ma fille, mais elle m'a profondément déçu. En quittant son mari, elle m'a déshonoré. Elle avait 22 ans et Sorello avait été condamné à perpétuité. N'était-il pas naturel qu'elle veuille prendre un nouveau départ avec son fils? Dans notre monde, la loyauté est de rigueur. En quittant son mari, elle s'est fait de très nombreux ennemis. Carmelo Zanetti secoua la tête d'un air las.
Mais c'est sa propre naïveté qu'il a perdue. Il tirait sur le cordon situé à la tête du lit. Assieds-toi, tu vas prendre un verre de vin pendant que nous discutons. Pour une fois, tu vas te conduire comme mon petit-fils. Angelo réprima un soupir. L'idée qu'il était du même sang que cet homme le révulsait. Malheureusement, il ne pouvait pas se permettre de le lui dire. Un certain degré de courtoisie était le prix à payer pour les renseignements qu'il était venu chercher. Il s'assit tandis qu'un domestique apportait sur un plateau d'argent un verre de vin et une assiette de biscuits. Une lueur malicieuse dans les yeux, Carmelo Zanetti regarda Angelo porter son verre à ses lèvres et boire une gorgée. « Dio grazia, tu as du cran. » Angelo haussa les épaules. « Pour quelle raison voudriez-vous m'empoisonner? Pour avoir renié ta famille, par exemple, tu en es fier ?» Un sourire ironique se dessina sur les lèvres d'Angelo. « Oui, en effet, cette décision m'a évité la prison, et peut-être même sauvé la vie. Les membres de cette honorable famille n'ont-ils pas une fâcheuse tendance à mourir de mort violente ?» Don Carmelo éclata d'un rire sonore qui tourna à la crise d'étouffement. Alarmé, Angelo se leva pour aller chercher de l'aide, mais le vieil homme lui intima de se rasseoir d'un geste impérieux. « Parlez-moi de ma mère, » demanda alors Angelo d'un ton pressant. « Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas avant de t'avoir raconté l'histoire qui t'intéresse. Avant tout, il faut que tu saches que ta mère avait reçu de ma défunte épouse un bel héritage. Elle a quitté la Sardaigne avec une petite fortune. Si elle s'est retrouvée dans la misère par la suite, c'est uniquement sa faute. Elle choisissait très mal les hommes, vois-tu ?» Angelo se raidit, et Carmelo Zanetti lui jeta un regard narquois. « Je t'avais prévenu que l'histoire ne te plairait pas. Il y avait un homme dans cette histoire, bien sûr, un Anglais, qu'elle avait rencontré en Sardaigne, sur la plage, peu de temps après l'arrestation de ton père. Pourquoi crois-tu qu'elle est partie pour Londres alors qu'elle ne parlait pas un mot d'anglais? Quelque temps après son installation à Londres, il lui a proposé de gérer son argent pour le faire fructifier. Il lui a confié toute sa fortune et n'a plus jamais revu un seul penny. Il lui a raconté qu'il avait tout perdu en bourse. Angelo crispa la mâchoire. Quoi d'autre? Il l'a abandonnée quand elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte? Je m'en suis jamais rendu compte. Elle a perdu le bébé quelque temps après. Par la suite, sa santé n'a cessé de se détériorer. Vous étiez au courant et vous n'avez rien fait pour la secourir, s'exclama Angelo d'une voix vibrante d'indignation. Le vieil homme ne s'y pas. Elle aurait pu demander de l'aide à tout moment, mais elle ne l'a pas fait. Je vais être très franc, Fiorella était devenue embarrassante pour nous. Par ailleurs, Gino a fini par sortir de prison. Il s'est mis en tête de te récupérer, toi son fils, et de se venger de son épouse infidèle. Il fallait donc absolument que votre lieu de résidence reste secret. Ton père était un alcoolique violent et irresponsable. Seul le silence garantissait votre sécurité. Mais le silence ne nous a pas empêchés de souffrir de la faim. Tu as survécu, pas elle. Je ne pardonne pas facilement. Non seulement elle a terni l'honneur de notre famille, mais elle t'a soustrait à mon influence. Le vieil homme était manifestement à bout de force. Angelo comprit qu'il allait bientôt falloir mettre fin à l'entretien. J'aimerais connaître le nom de l'homme qui a dépouillé ma mère de son argent. Donald Hamilton. Qu'est-il devenu? Rien. Comment ça, rien? Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Et aujourd'hui, tu sembles très fier de ne pas être un Zanetti ni un Sorello. Mais si tu es si différent des gens de ta famille, pourquoi t'intéresser autant à Hamilton? Angelo haussa les épaules sans répondre. Peut-être découvriras-tu bientôt qu'au fond, tu as plus de points communs avec les hommes de ta famille que tu ne veux l'admettre. Ça m'étonnerait beaucoup. Un panier de fleurs au bras, Gwenna courait derrière Freddy et Jake sur le sentier boueux en s'efforçant de prendre l'air menaçant d'un ours féroce. Très excités, les 2 petits garçons poussaient des cris perçants, auxquels se mêlaient les aboiements joyeux de son chien Porky, un petit bâtard dodu et court sur pattes. Mais soudain la sonnerie insistante de son portable se fit entendre, et Gwenna s'immobilisa pour sortir à contre-cœur l'appareil de sa poche. « Je parie que c'est encore la méchante sorcière, » commenta Freddy avec une grimace. « Chut! La mère des garçons devrait faire un peu plus attention aux propos qu'elle tenait devant eux, » songea Gwenna avec consternation. Rien ne leur échappait. « J'ai entendu maman dire à papa qu'à cause de la méchante sorcière, tu ne trouveras jamais de fiancé. »« Pourquoi tu as besoin d'un fiancé ?» demanda Jake en plissant le front. « Pour faire des bébés et changer les ampoules, » expliqua Freddy à son petit frère d'un air supérieur. À l'autre bout du fil, la voix acerbe d'Eva Hamilton se fit entendre.
Qui est-ce que j'entends? Tu as encore laissé Joyce Miller te refiler ses sales mômes? En adressant un regard suppliant en garçon, Gwen a mis un doigt sur ses lèvres. Je serai rentré dans moins d'une heure, éluda-t-elle. Tu te rends compte de tout ce qui reste encore à faire ici? Je croyais que le traiteur... Je te parle du ménage. Gwenna réprima un soupir. Elle avait pourtant l'impression d'avoir fini de briquer l'ancien presbytère où vivaient son père et sa belle-mère, depuis une semaine. Elle ne faisait que ça. Elle en avait même des courbatures. Pourtant, elle avait l'habitude de se dépenser physiquement à la pépinière. J'ai oublié quelque chose? Il y a de nouveau de la poussière sur les meubles et les fleurs du salon sont fanées. Il faut que tu t'en occupes ce soir. Je veux que demain matin, tout soit absolument impeccable. Oui, bien sûr. Si Eva organisait un buffet, c'était en l'honneur de son père, se rappela Gwenna pour se donner du courage. Donald Hamilton n'avait pas ménagé sa peine pour la collecte des fonds qui permettrait de redonner toute leur splendeur au jardin de Massey Manor, dessiné par un illustre paysagiste du XIXe siècle, mais depuis longtemps envahi par les mauvaises herbes. Même si le manoir lui-même tombait en ruine, les jardins pourraient attirer les touristes et stimuler par ricochet l'économie du village, qui en avait bien besoin. Demain, Donald Hamilton ouvrirait symboliquement le cadenas qui ferme les grilles de la propriété, en présence de journalistes et de personnalités de la région. La méchante sorcière te vole toujours ton sourire, se plaignait Freddy, alors que Gwenna éteignait son portable. Je suis un ours et les ours ne sourient pas, répondit-elle en montrant les dents. Mais à peine les enfants avaient-ils recommencé à glousser devant ces grimaces que des aboiements furieux la firent tressaillir. Oh non! Elle partit en courant dans la direction des aboiements. Quelle idiote! Elle n'aurait jamais dû lâcher Porky. Dans l'ensemble, il était adorable, en particulier avec les enfants. Mais il avait une fâcheuse manie. Depuis qu'il s'était blessé après avoir été jeté de voiture par ses précédents propriétaires, il nourrissait une rancune tenace à l'égard de tous les véhicules et de leurs occupants. Heureusement, il se contentait de la manifester par des aboiements, et il était si minuscule que la plupart des gens s'amusaient de son agressivité. Malgré tout, certaines personnes ne l'appréciaient pas. Porky? Elle accéléra le pas et aperçut son chien qui tournait frénétiquement autour d'un homme grand et mince, à proximité de l'entrée du cimetière. Malgré le décor pittoresque baigné par un soleil resplendissant, Angelo était d'une humeur massacrante. Le GPS de sa limousine, mis au point par une des sociétés et prétendument à la pointe de la technologie, s'était révélé aussi précis qu'une carte établie au Xe siècle. Après avoir tourné 3 fois sur la place du village, son chauffeur s'était engagé sur un étroit chemin de terre au milieu de broussailles, qui avait éraflé la carrosserie, puis il avait fini par reconnaître qu'il était perdu. Pendant que son équipe de sécurité s'efforçait de trouver quelqu'un susceptible de les renseigner, il avait décidé de se dégourdir les jambes, ce qui se révélait impossible parce qu'un roquet ridicule avait surgi de nulle part pour se précipiter sur lui en hurlant comme une bête enragée. « Porky, arrête immédiatement !» Avec son costume impeccable et sa mine renfrognée, l'homme auquel Porky avait décidé de s'en prendre était du genre à faire des histoires, songea Gwenna. L'estomac noué. Qui était-ce? Curieusement, il n'y avait aucune voiture en vue. Angelo leva la tête, une remarque cinglante sur les lèvres, mais il resta muet. Quelle beauté! Ce visage en forme de cœur, mangé par d'immenses yeux bleus faïence, était sublime. À sa grande déception, la jeune femme qui venait d'arriver se pencha en avant, lui masquant ses traits. « Je suis vraiment désolée, déclara-t-elle en tentant désespérément d'attraper le chien. Lorsqu'elle parvint enfin à l'immobiliser, elle semblait au comble de la confusion. Du coin de l'œil, Angelo vit un de ses gardes du corps accourir dans sa direction pour accomplir, un peu tard, sa mission, qui était de servir de rempart entre son employeur et le reste de l'espèce humaine. D'un signe de la main, Angelo lui intima l'ordre de rester où il était. Puis il reporta son attention sur l'inconnu. Le soleil jouait avec les boucles blondes de son épaisse crinière nouée sur sa nuque. « Je suis vraiment désolée, répéta-t-elle après avoir remis son chien en laisse. « Il ne vous a pas mordu, j'espère. » Angelo promena un regard ébloui sur les grands yeux bleus, les pommettes hautes et la bouche généreuse. Cette femme était vraiment fantastique, même si l'élégance n'était visiblement pas son fort. Sa robe d'été bleue passée laissait à peine deviner les courbes de sa poitrine avant de s'évaser en plis informes d'où ne dépassaient que ses chevilles.
d'une finesse exquise. Vous dites, demanda-t-il avec un sourire charmeur, j'espère que mon chien ne vous a pas mordu. Gwenna déglutit péniblement. Elle avait rarement vu un homme aussi élégant et aussi beau. Non, il ne m'a pas mordu. Angelo était désarçonné. Pourquoi ne manifestait-elle pas le vif intérêt auquel il était habitué de la part des femmes? Au lieu de l'aguicher, elle fouillait son regard. Gwenna tourna la tête autant pour masquer son embarras que pour voir où étaient passés les garçons. Jake, Freddy, Angelo tressaillit. Elle avait des enfants. Pas d'alliance pourtant, constata-t-il en jetant un coup d'œil sur sa main gauche. Deux petits visages criblés de taches de rousseur apparurent au-dessus de la haie du jardin de l'église. « Attrape-nous, Gwenna. »« Vous êtes leur nurse ?» demanda Angelo. « Non, je les garde juste pendant 1 heure pour rendre service à leur mère. » Croisant le regard de l'inconnu, Gwenna vit briller dans ses yeux mordants une lueur qui accrut son trouble. Elle se baissa précipitamment pour prendre le panier de fleurs qu'elle avait posé par terre. « Vous pouvez peut-être me dire si Peveril House est loin d'ici ?» demanda-t-il d'une voix suave. « C'est à 8 kilomètres environ. Si vous prenez la route qui passe derrière l'église, vous verrez une pancarte indiquant la direction de l'hôtel. Que diriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» Stupéfaite, elle bredouilla. « Mais je ne vous connais pas. C'est l'occasion jamais. »« Non, merci, je ne peux pas. »« Pourquoi ?» À son grand dame, elle sentit ses joues s'enflammer. « Eh bien, un petit ami ?» De plus en plus embarrassée, Gwenna secoua la tête, si seulement elle savait mentir. « Excusez-moi, il faut que j'y aille. » Bouche bée, Angelo la regarda s'éloigner d'un pas vif en direction de l'église. C'était bien la première fois qu'une femme était aussi pressée de le quitter, et elle ne jetait même pas un regard en arrière. Le cœur battant à tout rompre, Gwenna attacha Porky au banc de bois situé sous le porche et pénétra avec soulagement dans la vieille église, où régnait une pénombre et une fraîcheur particulièrement bienvenues. Pour une fois calme, Freddy et Jake, qui l'avaient suivi, bavardaient sagement à mi-voix pendant qu'elle disposait des fleurs dans la chapelle pour le baptême qui devait être célébré le lendemain. Certes, il était rare de voir des têtes nouvelles dans le village, et personne ne l'avait invité à sortir depuis un certain temps. Mais de là à être aussi troublée, et pourquoi brûlait-elle d'envie de jeter un coup d'œil dehors pour voir si ce séduisant inconnu était toujours là? C'était ridicule. Il devait déjà être en route pour Peveril House. Pas étonnant qu'il loge dans un hôtel aussi chic. Y avait-il un congrès dans la ville voisine? Un accent imperceptible suggérait que l'anglais n'était pas sa langue maternelle. En tout cas, les hommes aussi distingués étaient plutôt rares dans la région. Gwenna poussa un soupir agacé. Que lui arrivait-il? Pourquoi se posait-elle toutes ces questions? Elle écarta d'un geste impatient d'une mèche qui collait à son front humide de sueur. De toute façon, elle n'acceptait jamais les invitations. L'expérience lui avait appris que les hommes avaient tous la même idée en tête, même lorsqu'ils prétendaient le contraire. Du moins, presque tous les hommes. Mais peu importait. Pour sa part, elle ne pouvait pas dissocier le sexe de l'amour. Et surtout, elle n'avait pas l'intention de tomber dans le même piège que sa mère. Celle-ci avait payé beaucoup trop cher son aveuglement. L'image de l'inconnu s'imposa à elle. Il fallait reconnaître qu'il était incroyablement séduisant et que ses yeux mordorés avaient un éclat redoutable. Cependant, ce n'était pas son genre. Beaucoup trop arrogant. Elle préférait les hommes moins prétentieux, avec des cheveux châtains et des yeux verts au regard malicieux. Une demi-heure plus tard, Gwenna ramena Freddy et Jake à leur mère, qui revenait d'une consultation prénatale à l'hôpital. Elle connaissait bien Joyce Miller, qui avait travaillé avec elle à la pépinière pendant un peu plus d'1 an. « Entre boire un thé ?» proposa la jeune femme. « Désolé, mais je n'ai pas le temps, » répondit Gwenna à Joyce, une moue débitée. « La méchante sorcière t'attend ?» Gwenna haussa les épaules. « Tout n'est pas encore fin près chez mon père. Mais tu n'habites même pas là-bas, ta belle-mère exagère. » Depuis plusieurs années, Gwenna avait quitté l'ancien presbytère, où vivaient son père, sa belle-mère et les 2 filles de cette dernière, pour s'installer dans la mansarde située au-dessus de la boutique de la pépinière. C'était un logement spartiate, mais il y avait trouvé la paix et l'indépendance. « Ça m'est égal d'aider Eva, » répliqua-t-elle. « Demain, c'est un grand jour pour papa. Pas seulement pour lui, pour toi aussi. Après tout, avant qu'il en hérite, Massey Manor était la propriété de ta mère. Ce sont ses ancêtres qui ont construit le manoir. » « C'est vrai, mais il tombe en ruine depuis des générations.
Quand ma grand-mère a été obligée de le quitter à cause des fuites dans le toit, ma mère et elle n'occupaient déjà plus que 2 pièces depuis des années. Du côté des Massey, personne n'a jamais eu le sens pratique. Toi, en revanche, tu as des idées fantastiques et tu as su mobiliser les gens. Gwenna eut un sourire ravi. Merci, mais sans le soutien de mon père, la collecte de fonds n'aurait pas eu un tel succès. C'est à son influence et à ses nombreuses relations que nous devons les promesses de dons les plus importantes. Il a fait un travail fantastique. Pas étonnant que tu sois encore célibataire, tu as une véritable vénération pour ton père. À tes yeux, aucun homme ne sera jamais à la hauteur. En chemin vers l'ancien presbytère, Gwenna repensa à cette réflexion. Joyce se trompait. Si elle était encore célibataire, cela n'avait rien à voir avec son père. Mais elle n'avait pas envie de partager son secret. C'était trop intime. Cependant, son amie avait raison sur un point. Elle tenait son père en très haute estime. C'était un homme exceptionnel qui n'avait pas hésité à la recueillir à la mort de sa mère. Malgré l'opposition de son épouse d'alors, celle-ci, refusant de cohabiter avec la fille illégitime de son mari, avait d'ailleurs demandé le divorce quelques mois plus tard. Combien d'hommes étaient capables d'un tel sacrifice? Bien sûr, comme tout le monde, il avait des défauts. Ainsi, dans sa jeunesse, son penchant pour les femmes l'avait poussé à avoir plusieurs aventures extra-conjugales. Isabelle Massey, sa mère, n'avait pas été la seule à succomber à son charme. Le lendemain matin, Gwenna regarda avec une immense fierté son père posé pour les photographes devant l'entrée de Massey Manor. Donald Hamilton avait dépassé la cinquantaine, mais il paraissait beaucoup plus jeune. Avec ses cheveux grisonnants et son teint hâlé, c'était encore un bel homme. Il prononça un petit discours plein d'esprit devant les caméras d'une chaîne de télévision locale et répondit ensuite aux questions des journalistes. Eva Hamilton et ses 2 filles, Penelope et Wanda, l'entouraient ravis d'être sous les projecteurs. Gwenna resta modestement à l'écart. Sa belle-mère et ses filles n'auraient pas apprécié qu'elle se joignît à eux. Mais elle n'avait aucune envie d'exposer son père à leurs récriminations. « Tiens, voilà le commissaire Clark », commenta derrière elle un membre du comité pour la mise en valeur des jardins de Massey Manor. « Je ne savais pas que les fonctionnaires de police participaient à la fête. » Gwenna tourna la tête et vit le commissaire descendre de voiture en compagnie de 2 policiers en uniforme et se diriger vers son père, à qui il adressa quelques mots. Manifestement contrarié, Donald Hamilton déclara d'une voix forte que c'était insensé, puis un sourire crispé aux lèvres, il suivit le commissaire jusqu'à la voiture, escorté par les journalistes, qui semblaient accorder un vif intérêt à la scène. Un silence impressionnant gagna peu à peu la foule, ce qui permit à Gwenna d'entendre le commissaire parler de preuves indiscutables. Puis, incrédule, elle vit son père monter dans la voiture. Plus tard dans l'après-midi, confortablement installé dans sa suite de l'hôtel Peveril House, Angelo Riccardi regarda l'enregistrement qui lui avait été remis par la chaîne de télévision. Quelle satisfaction de voir Hamilton tomber en public de son piédestal immérité. Une semaine plus tôt, Angelo avait racheté Fernridge Leather, la fabrique de meubles dans laquelle travaillait Hamilton. Il avait ensuite chargé 2 de ses collaborateurs de procéder à un audit. Comme il s'y attendait, ce dernier avait révélé des anomalies dans les comptes. Cette victoire avait été presque trop facile. Cependant, l'arrestation de l'homme qui avait ruiné puis abandonné sa mère n'était que la première étape de sa vengeance.